Aujourd'hui, quand tu consommes une marque, il y a un truc presque religieux, quoi. Tu vas la suivre sur Instagram, tu vas être abonné à la newsletter. Dès que tu développes un projet, tu vas suivre ce qui se passe. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui incarnent le développement de leur entreprise. Et c'est un truc, je pense que dans l'idée de consommer mieux, il y a l'idée aussi de transparence et de savoir un peu plus ce qui se passe derrière, juste pas simplement avoir un produit qui a été sorti de l'étagère et qui est passé directement dans ta tasse, quoi. Ouais, tout l'opposé du dropshipping. Tout l'opposé du dropshipping. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Ali, fondateur de Pandati. Salut Alexandre, ça va ? Salut Laurent. Alexandre a bossé pour de belles startups en advisor, employé ou même fondateur. Tu étais fondateur de Rad.co dans le prêt-à-porter. Tu as été VP e-commerce de Ledger, tu as été advisor pour Glossier chez Techstars. Et tout cela avant de lancer Pandati en famille, mais on y reviendra. Qu'est-ce que c'est Pandati ? Pandati, c'est une marque de thé biologique, de bien-être. Vous mettez de l'importance sur le médicinal et le goût. Après 3 années, la société a réalisé 5 millions d'euros de CA en cumulé. Et les thés répondent à des objectifs, bien-être, sommeil, mais tu nous en diras plus dans une seconde. Vous pouvez les acheter en individuel ou en cure, sur pandati.com. Pandati.fr. Je me pose plein de questions. Comment réinventer la plus vieille boisson du monde ? Comment optimiser sa distribution entre physique et digital ? Pharmacie, parapharma, Amazon, tu nous en diras plus. Comment aller se battre contre des vendeurs de thé très installés dans un secteur très explosé ? Comment obtenir des certificats médicaux, puisque j'imagine qu'il en faut, ou des labels en tout cas. Et puis enfin, comment gérer l'international, puisque c'est votre actualité, il me semble. Un grand merci à Pierre-Emmanuel Padiou qui a permis cette rencontre. Et pour commencer, Alexandre, vous êtes 3 cofondateurs et vous êtes 3 frères. Oui, on travaille en famille. Pandati, c'est une boîte qu'on a montée avec Thibaut et Robin. Donc Thibaut qui est pharmacien et Robin qui est ingénieur. Pharmacien de formation, il a eu une pharmacie ou pas ? Il a évité d'avoir une pharmacie, il s'est débrouillé pour monter une boîte directement après son master entrepreneur. Et qui n'était pas Pandati. Il a monté une première boîte pendant ses études. Il a monté la première junior entreprise dans le secteur de la pharmacie à Strasbourg. À Strasbourg. À Strasbourg, ouais. Vous êtes de Strasbourg tous les 3 ? On est tous les 3 alsaciens. Je suis aussi de Strasbourg. Ça fait un premier point de plus. Non, mais on a remarqué en préparant l'entretien que Alexandre a fait l'école de Grenoble, le Grenoble EM, ESC Grenoble à mon époque. Je suis très vieux. Il a fait un échange à Singapour comme moi et du coup, t'es Strasbourgeois aussi. Ouais, okay. On était fait pour faire ce podcast. Incroyable. Et donc il a monté la première junior entreprise en pharma, ouais. Et Robin, il a fait ses études en école de commerce et puis à la fin, il s'est rendu compte qu'en fait, le code, c'était ce qui lui plaisait le plus. Donc, il a fait une école d'ingénieur un peu spécialisée en data. Et moi, j'avais plus d'expérience en finance, en e-commerce. On avait envie de monter une affaire ensemble. On avait envie de monter une marque. Et on s'est pas mal intéressé au secteur du bien-être et on s'est rendu compte que dans le thé, il y avait pas mal de choses à innover. Thibaut avait étudié la phytothérapie, la botanique. Moi de mon côté, j'ai toujours été passionné par le goût, la cuisine, et on s'est dit que le thé ça a été un secteur où on pouvait mettre à profit nos 3 compétences, et on s'est lancé sur Pandati en 2017. T'as fait un CAP cuisine, non ? C'est à peu près la même période ? Alors ça, c'est arrivé un peu plus tard. C'était un projet perso que je me suis donné l'année dernière.
et que j'ai eu du coup l'année dernière, l'été dernier, j'ai eu mon CAP. C'était assez drôle de retourner au lycée et d'être avec les étudiants et surtout d'apprendre un tout nouveau métier qui n'a rien à voir avec le digital, rien à voir avec la finance. C'est dur parce que c'est dur, mais en même temps, t'es dans le moment présent, t'es dans la créativité, t'es dans l'action. C'est assez intéressant de voir que tu utilises en fait des parties de ton cerveau qui sont complètement différentes que quand t'es devant un bureau. Et c'était hyper complémentaire aussi d'avoir cette expérience-là. À terme, avec Pandati, on aimerait bien avoir une expérience offline et on aimerait bien éventuellement avoir un salon, avoir un shop, une boutique, et on pense que la restauration fera partie de cette expérience-là. Et donc vous montez une boîte à 3 frères. Exactement. Il y en a d'autres qui sont pas dans la boucle? J'ai une petite sœur aussi qu'on a essayé de recruter plusieurs fois, mais pour l'instant elle a toujours refusé nos tentatives de la faire rentrer dans l'aventure. Mais on perd pas espoir. D'accord. Pour le contexte, vous avez quel âge tous les trois au moment où vous lancez Pandati? Alors, c'était il y a 3 ans, j'avais 28 ans, Thibaut devait en avoir 27 et Robin 23. D'accord. Et toi, tu avais déjà créé une boîte puisque tu étais cofondateur de RAD, mais tu étais le seul à avoir eu une expérience entrepreneuriale? Alors, tous les trois étaient toujours curieux. Moi, je me suis retrouvé dans l'e-commerce un peu par hasard. À la fin de mes études, j'avais fait des études plus en finance d'entreprise, corporate finance. Je travaillais dans les fonds. Et c'était en rencontrant un fonds d'investissement en capital risque que j'ai rencontré mes associés chez RAD et que j'ai démarré une boîte en e-commerce dans le prêt-à-porter. RAD, c'était en 2013 la première, je pense, marque de prêt-à-porter en e-commerce. À l'époque, on avait beaucoup de distributeurs, on avait beaucoup de multimarques en ligne, mais personne n'était vraiment spécialisé dans la vente de ses propres produits et personne ne se définissait comme une marque. On a eu 400 000 followers sur les réseaux sociaux à l'époque où les grands acteurs n'y étaient pas. On a vendu des millions de produits. C'est une boîte qui a fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans. Et là, j'ai été, on va dire, exposé à tous les métiers du e-commerce. Et c'était en voyant un peu tout ce qui se faisait que j'avais vu aussi qu'il y avait des opportunités d'innover dans des nouveaux secteurs comme le thé et le bien-être. Ok. 30 millions d'euros de CA, RAD? Ouais, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Éventuellement, tu me mettras en relation avec les opérationnels actuels. On va raconter, ça a été une sacrée aventure. Ok. Je vous invite à écouter d'ailleurs un super épisode qu'on a sur le panier qui est T-shirt Corner dans un domaine similaire. Et du coup, vous aviez tous les trois cette curiosité entrepreneuriale et vous décidez de lancer Pandati avec l'objet d'en faire ce que c'est aujourd'hui, ou quel était l'objectif? Alors à l'époque, on avait tous les trois des jobs où mes associés, mes frères, ils avaient des stages, ils étaient encore dans la fin des études. On pensait faire ça à côté de nos activités. On a lancé la boîte avec un tout petit capital, 6 000 euros pour lancer l'entreprise. Et on s'est dit en fait, voilà, si on veut se lancer, en fait, il va falloir qu'on apprenne à fond tout ce qui se passe dans ce secteur. On a commencé par prendre des billets d'avion et filer à Hambourg, qui est la capitale des plantes et du thé en Allemagne. On a rencontré autant de monde qu'on pouvait sur les 2 jours qu'on avait, et en fait, on a trouvé notre premier fournisseur avec qui on a conçu nos premiers mélanges. Ça, c'est un truc qui nous a pris pas mal de temps. On avait envie de sortir un produit de qualité qui respecte toutes les normes du moment, tous les labels du moment, le bio. La deuxième chose qui nous a pris énormément de temps et qu'on avait sous-estimé, c'est la création de notre marque. Parce qu'il faut savoir quand même que le thé, qui est la plus vieille boisson du monde, c'est pas un secteur qui est, on va dire, peu prisé. On a des marques qui sont là depuis des dizaines d'années. On a et le moyen qu'on avait de se différencier en étant online, c'était d'être reconnaissable. Et on a passé, je pense, 6 mois à développer l'image de marque de Pandati. D'accord, vous avez fait ça en interne? On s'est associé avec des amis d'enfance, mais presque, avec Antoine et Charlie, fondateurs de l'agence Monument, qui sont des créatifs, avec qui j'avais déjà créé pas mal de collections de vêtements sur RAD à l'époque, et on a travaillé vraiment main dans la main pour essayer de trouver une image de marque qui nous corresponde et qui soit vraiment singulière à l'ère où il y a à peu près une marque par jour qui se crée et qu'il faut absolument être différent.
Ok. Donc 6 mois à travailler sur la plateforme de marque. Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était un side business initialement que vous vouliez lancer? Alors, Vous n'étiez pas prêt en tout cas, ou vous n'aviez pas prévu On ne savait pas à quel moment ça pourrait devenir une activité à temps plein, donc on a toujours tout fait en optimisant à fond. On a toujours tout fait en essayant d'être rentable dès la première commande. On a lancé le site avec 1 000 euros, notre packaging, on a négocié avec nos fournisseurs pour avoir les minimums de commandes. Il faut savoir, quand on lance un produit, que ce soit un produit cosmétique, un produit food, souvent le contenu, on peut l'acheter en plus petite quantité que le contenant, et du coup c'est une des choses qui coûte le plus cher dans le lancement d'un produit, c'est le stock. Juste un pas en arrière. Dans la food, tu dis qu'on peut toujours acheter le contenu en plus petite quantité que les contenants. Ouais. C'est-à-dire, c'est facile d'acheter 50 grammes de thé, mais pas 50 sachets. C'est facile d'acheter 50 kilos de thé, mais c'est impossible d'acheter 50 sachets. Ok. Donc, tu te retrouves souvent à dépenser plus d'argent dans ton packaging que dans ton contenu, quoi. Ok. Ok. Donc ça, c'était pas mal de galères sur le développement de la marque pour essayer de sortir un truc qui soit vraiment unique. On a eu la super idée de sortir un packaging avec c'est assez difficile de l'imaginer en podcast, mais le Pandati, on le reconnaît parce que c'est un petit panda en fait. Et il a ses oreilles qui dépassent. Ça me paraît évident, mais pandatea.fr. Pandati, T comme thé en anglais. Pandati.fr. Et effectivement, les packagings sont très, très gais, très ludiques. Limite, on dirait un truc pour enfants. Alors, on nous fait souvent la remarque, on pense à un univers japonais, un univers kawaii, mais et un côté un petit peu enfantin. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que le panda, ça parle à tout le monde. Qu'on ait 5 ans ou 50 ans. L'animal avec le plus grand capital sympathie d'ailleurs, la chose vivante avec le plus grand capital sympathie qui existe, je pense. Ouais, c'est un animal qu'on aime bien et qui correspond à l'image qu'on essaie de se donner, qu'on est, qui est de vendre des produits qui sont bio, qui sont naturels, qui est dans on va dire, un ensemble qui essaie d'être respectueux dans la consommation. Et le panda incarne toutes ces valeurs qu'on souhaite proposer à nos clients. Donc, vous partez à Hambourg, la capitale européenne de l'herbe et du thé, des herbes plutôt que de l'herbe, et vous passez 6 mois à développer la plateforme de marque. Ensuite, le lancement, qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe? On cherche un fournisseur qui pourrait nous aider à conditionner notre thé. Donc, faut savoir que la plupart des acteurs du thé, ils vendent soit du thé en vrac, soit du thé en sachet papier. En général, quand on a du sachet papier, c'est qu'on a de la poudre de thé à l'intérieur des sachets. Nous, on voulait proposer des feuilles entières ça permet de libérer plus d'arômes. Attends, dans les sachets, en général, grande conso, tu dis qu'on a de la poudre plutôt que des feuilles? On n'a pas de feuilles de thé dans les sachets habituellement. On a en fait des plantes qui sont broyées en très très fines particules. Okay. Et c'est ça qu'on retrouve dans les petits sachets de marque. Voilà, les paquets de thé à 2 euros, quoi. Donc, en même temps, quand tu payes 2 euros, tu peux pas t'attendre à un truc qui soit génial. Et on a trouvé un partenaire avec qui on travaille toujours, avec qui on a travaillé sur le conditionnement de nos sachets, dans les sachets en coton, qui permettent à la fois d'avoir un contenant biodégradable et respectueux de l'environnement et respectueux du goût, et en même temps quelque chose d'assez qualitatif qui permet d'avoir un produit sur un niveau de qualité qui soit parfait. Ce partenaire, il a fallu le convaincre qu'on allait être la future marque qu'il fallait suivre, et parce que voilà, le thé, c'est ni plus ni moins que des plantes et un sachet. Finalement, les barrières à l'entrée, il n'y en a pas beaucoup, et il a fallu. C'est quand même un niveau alors c'est de la curiosité, pardon, mais un niveau de vérification quali pour la création des thés. On le met dans de l'eau et cette eau on la boit, donc il faut. J'imagine des cotons de qualité. Il faut. Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Alors, trouver ce partenaire, c'était compliqué ou pas? En fait, ça a été compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un métier qui est difficile. C'est de la couture. C'est assez artisanal. On a 15 personnes qui travaillent tous les jours pour essayer de mettre ces plantes dans les sachets. À la mano. C'est fait à la main.
Vous avez vu combien de sachets de thé, pardon? On a, à date, voilà, on a passé les 8 millions de sachets de thé dégustés. Je sais pas comment. Donc ce partenaire partagé, infusé. Donc ce partenaire a cousu main 8 millions en gros. Ouais, okay. Ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont assez beaucoup, mais en même temps, le thé, c'est quelque chose que tu bois le matin, que tu bois l'après-midi. Tu peux boire une infusion le soir. Il y en a vraiment pour... il y en a pour tout le monde et c'est quelque chose que tu peux voir plusieurs fois dans la journée. Ça va très vite. D'accord, mais c'est beau de faire ça, d'avoir un partenaire qui fait des sachets cousus main. C'est un partenaire, donc on va pas passer trop de temps là-dessus, hein, mais en termes de coût, il doit y avoir une différence énorme entre ça et un truc industriel, non? Clairement, c'est pas la même chose. Okay. Mais c'est ce qu'on retrouve toutes les grandes marques, les maisons de thé, je pense au Mariage Frères, je pense au Palais d'été, qui sont là depuis des dizaines d'années. Ils proposent aussi des produits de qualité et nous on n'a pas créé Pandati. On a créé Pandati, on savait pas exactement quand est-ce qu'on pourrait s'y mettre à temps plein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pensé la marque et le produit pour être encore là dans 10 ans. Et pour ça, t'es obligé d'avoir des produits qui sont irréprochables. Très bien. Pour prendre un peu de hauteur, on parlait du lancement. Donc, on a parlé du salon du thé, de la création de la marque et de la plateforme de marque et du choix des partenaires. Ce que tu viens de dire là, c'est que vous êtes définitivement dans un positionnement, je vais pas dire haut de gamme, mais quali. On n'est pas là pour faire de la masse, quoi. Et malgré ça, vous êtes quand même sur des thés qui sont pas. On voit peu d'histoire sur le site. On n'est pas là sur des feuilles de thé plantées il y a 3000 ans, récoltées à la main en Chine. On est sur des thés, voilà, bien-être, détox. Pandati, on répond à un besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs du thé qui se positionnent sur l'expertise des plantes, sur les origines, sur les jardins, sur, on va dire les goûts. Nous, on va essayer de proposer à nos clients un produit qui mette en avant un côté bien-être. Typiquement, on propose une infusion de menthe poivrée. La menthe poivrée, ça fait des millénaires qu'on la boit parce que ça a un effet sur la digestion qui est incroyable. Après un gros repas, tu bois une infusion de menthe poivrée et c'est quelque chose qui te fait vraiment beaucoup de bien. Et en même temps, des goûts qui sont intéressants. Là, ça va être plus être des produits qui sont sur des produits aromatisés et des mélanges de plantes. J'ai de la chance d'avoir mon frère Thibaut qui est pharmacien, qui fait de la botanique et qui est un expert là-dessus et qui a construit toute cette gamme de produits qui est aujourd'hui 12 mélanges, qui est très petit en fait. 12 mélanges qui répondent à chaque fois à des besoins. Aujourd'hui, nos concurrents, ils ont plus de 200 références en catalogue quand nous, on en a 12. Donc ça fait une belle marge de progression et en même temps une concentration. Vous savez exactement ce que vous faites. Enfin, Exactement. Ok. On construit les produits également en partenariat avec notre communauté. Ça, c'est un peu l'avantage de vendre en direct à ses consommateurs. C'est qu'on peut sentir les tendances. On peut sentir quand ça va bien, quand ça va mal. Par exemple, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, Thibaut avait remarqué que il y avait un vrai besoin sur les boissons qui étaient proposées aux femmes enceintes, aux mamans qui allaitent leurs enfants. Aujourd'hui, on leur propose des boissons en pharmacie, des infusions à base de fenouil. C'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je vais pas dire que c'est pas bon, mais en tout cas, ça plaît à très peu de personnes. Il a réussi à développer une boisson en partenariat avec un hôpital qui nous a accompagnés sur la conception de ce mélange pour essayer de proposer une boisson qui soit vraiment bonne à boire et en même temps qui ait les effets voulus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé limite en collaboration avec notre communauté, avec nos clients. Okay. Et c'est ça l'avantage du direct to consumer, c'est que t'as un retour produit qui est beaucoup plus transparent, beaucoup plus direct et qui te permet d'avancer en fait avec un avantage que tes concurrents qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans et qui vendent sur les étagères n'ont pas. Parce que vous pouvez leur parler. Alors je souris depuis une minute parce que ma belle-mère qui est indienne avait des recettes miracles de thé d'allaitement justement et je trouvais que c'était délicieux. J'en prenais moi aussi, mais faut pas le dire. Dites-le, voilà, ne le répétez pas. Ok, Genèse. Comment se passe le kick-off? Comment est-ce que, pour entrer un peu dans le vif, il y a 3 ans, vous lancez Pandati, vous avez réfléchi à la plateforme de marque, vous êtes spécialisé en thé, vous avez une association entre 3 frères l'association est hyper complémentaire, vous avez trouvé des partenaires quali. Comment on prépare le lancement et comment vous lancez? Réseaux sociaux, emailing, premier site, qu'est-ce que clairement,
t'ouvres ton site, t'es hyper excité. Le site à l'époque, c'est quoi? C'est 2 produits, quoi. Pardon, quelle plateforme? Shopify. Shopify. Et le choix se porte directement sur Shopify? Sachant que toi, t'as été, pardon, je continue ma parenthèse, je t'ai interrompu, je suis désolé, mais t'as été VP e-commerce t'as bossé sur l'e-commerce de Ledger, t'as été le patron de RAD, enfin aux opérations de RAD. Ça fait longtemps que tu connais le e-commerce. Pourquoi Shopify à ce moment-là? Alors, je vais faire de la grosse promo, mais quand t'as connu les plateformes qui existaient avant Shopify, et t'avais bossé sur quoi, toi? J'avais bossé sur Magento, j'avais bossé sur des projets de plateformes custom, donc c'est des choses qui ont été développées en interne. J'ai bossé sur des sites qui étaient ultra modifiés, qui partent de ces plateformes-là et qui sont modifiés. Déjà, ça coûte super cher, et ensuite t'es dépendant d'un écosystème qui t'oblige à rentrer dans le code. Shopify, c'est une boîte qui est entrée en bourse en 2015, qu'on n'a pas vu venir tout de suite, mais qui a vraiment baissé le coût d'entrée sur l'e-commerce. Aujourd'hui, tu peux lancer un site qui est aussi performant que celui qui vend pour 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, sauf que tu vas payer 29 euros par mois et que tu auras 2% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc en fait, ça te permet de rentrer avec des coûts variables et de progresser petit à petit et de garder surtout la même plateforme quand tu fais ta première vente et quand t'en fais 1000 par jour. Donc, combien de ventes aujourd'hui par jour, tu peux le dire ça? Ça fait plusieurs centaines de commandes par jour. Okay. Et donc on est 3 ans plus tard, 5 millions d'euros plus tard, vous êtes toujours sur Shopify? Toujours sur Shopify. Et le Shopify que vous lancez il y a 3 ans au lancement, c'est un thème custom ou un thème sur étagère? Alors ça c'est un truc qui faisait un peu partie de l'expérience de marque, on a tout de suite voulu avoir un truc à nous, donc ouais. Thème custom on a développé un thème custom, on a développé un parcours d'achat custom pour essayer de se différencier. Que Robin, c'est ça, a développé, ou vous l'avez fait en externe? Alors on a travaillé avec des développeurs en externe, mais c'était le projet de Robin. C'était le projet de Robin d'avoir un thème custom dès le lancement. Dès le lancement. Vous avez bossé 6 mois sur la plateforme de marque, vous avez bossé combien de temps sur le site? De mémoire, tu t'en souviens? Le site, ça a dû durer 1 mois, 2 mois. Finalement, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Non, et puis c'est très évangélisant. Enfin, ouais, ok. Donc un thème custom, c'est surprenant comme choix quand tu vois plein de DNVB, Digitally Native Vertical Brands, donc des marques qui se lancent et qui ne vendent principalement que sur Internet. Il y a des mecs qui cartonnent en prenant des thèmes sur étagère qui ne changent rien au tunnel d'achat de Shopify, qui est complexe à changer. Enfin, c'est un des freins de tous ceux qui veulent faire du Shopify et qui veulent du custom. Vous avez quand même mis ce temps et ce budget du coup à... Je suis d'accord avec l'idée de te dire tu lances une marque, tu vends des produits, consacre ton énergie et ton argent sur le produit, l'expérience client et en fait sers-toi de Shopify comme un accélérateur, un outil, mais ne va pas dépenser trop d'argent dans le thème. Après on n'est pas là pour créer une boîte qui va juste vendre très vite. On est là pour instaurer une marque, et une marque c'est quoi? C'est tous les points de contact que tu vas avoir du début à la fin. Et malheureusement en e-commerce, tu peux pas faire sentir ton thé, les produits tu peux pas les toucher, donc tu dois faire très attention à tout ce qui se passe dans l'intégralité du parcours client. Jusqu'au moment où je mets un sachet de thé dans mon eau bouillante, enfin dans mon eau chaude. Ok. C'est marrant parce que tout à l'heure tu dis que vous fondez ça pas comme un side business, mais en tout cas pas avec vous avez fait attention à être rentable day one, dès le premier jour, mais vous avez quand même passé du temps à bien préparer ce lancement. Donc ok pour la plateforme. Et comment est-ce que le lancement se fait? Email, acquisition, réseaux sociaux. Vous avez mis combien de temps à créer le compte Insta qui est assez avant le lancement, je veux dire? Alors on a travaillé dessus pendant je pense 6 mois. À parler du projet, à créer une communauté autour de notre produit. La communauté bien-être sur Instagram, elle est énorme. Elle est facilement touchable. Elle est facilement touchable. Il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu donc des influenceurs dans cette niche. Donc c'est des personnes avec qui on est rentré en contact, avec qui on a commencé à créer du contenu de recettes, du contenu autour du produit, autour du thé. Et on avait, je crois, au lancement, ce contenu, il était où? Il était sur Insta. Uniquement, vous n'avez pas un médium, un blog, non, une newsletter? On est très très visuel. Ok. On avait 12 000 followers, je crois. Au jour du lancement? Au jour du lancement, c'est top. Et organique?
Organique. Donc pas d'acquisition, donc relativement quali. Très quali. En fait, à l'époque, c'était il y a 3 ans, c'était, je pense, plus facile de développer un compte et de, on va dire, attirer des followers que ça l'est aujourd'hui, où les gens vont plus consommer des stories et vont vraiment déguster, je pense, 3 fois plus de contenu qu'ils n'en regardaient. Ouais, surtout depuis les changements d'algo, enfin tout ce qui nous pousse à consommer plus de contenu et peut-être moins d'interaction. Ok. 12 000 followers, pas d'email au lancement? Quelques emails. Au lancement, nos premiers... franchement, tu lances ta boutique, tu penses qu'on t'attend, mais on t'attend pas, quoi. Donc, tes premiers clients, tu dois aller chercher toi-même. Brian Chesky qui disait qu'il a lancé 8 fois. Ouais, bah c'est ça, quoi. Tu vas chercher les clients un par un, tu vas regarder, tu vas faire tester ton produit. On a eu, je pense, une centaine de testeurs qui ont dégusté le produit gratuitement et qui ont parlé de nous. Et directement contacté sur Instagram. En fait, ah oui, donc t'envoyais des paquets, des sachets. On envoyait des paquets, les gens dégustaient, ils parlaient du produit s'ils en avaient envie. Et on est parti de là. Je pense que le fait d'avoir une marque qui se reconnaisse hyper facilement nous a beaucoup aidé. On était visible sur les photos et les gens nous reconnaissaient très facilement. Et depuis le début, en fait, on a réinvesti tout l'argent qu'on a gagné dans plus de stock et dans plus de communication. C'est ce qui nous a permis, et dans une plus grande gamme produits, et c'est ce qui nous a permis de développer la boîte jusqu'à aujourd'hui. Ok. Je fast forward, je fais tellement d'anglicisme dans ce podcast, faut que j'arrête. Je mets en avance rapide à 3 ans plus tard pour parler du coup des produits. Aujourd'hui, Pandati, c'est quoi en KPI, quelles sont les métriques que tu peux nous donner? Aujourd'hui, Pandati, c'est 8 millions de sachets vendus, c'est 30% de clients qui sont récurrents, 30% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur des clients qui étaient déjà avant. C'est une gamme de 12 mélanges et d'accessoires éco-responsables. Et c'est l'ambition d'installer une marque sur le digital dans plusieurs pays. Vous êtes en France actuellement? Vous êtes ailleurs? Ouais, on réalise 90% de notre chiffre d'affaires en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, les pays francophones. On a testé les US l'année dernière. On a vendu 3000 produits en un mois et demi. On était en rupture de stock. Donc, c'était pour nous un signe qui nous a conforté dans l'idée que la marque pouvait être internationalisable. Et c'est un projet qu'on est en train d'essayer de relancer, mais cette fois-ci mieux équipé et plus solide sur la partie supply. Ok, on va prendre un peu d'avance. Raconte-nous comment tu as testé les États-Unis l'année dernière. Alors, ça s'est fait un peu par hasard. Notre produit en France est devenu numéro 1 des ventes sur Amazon en 6 mois. Vous vendiez depuis quand sur Amazon? Depuis le lancement. Depuis le lancement. En fait, pour nous, Amazon, c'est un distributeur, mais en fait, on garde le contrôle. On a le contrôle sur le prix, on a le contrôle sur les produits qu'on vend. Il y a certaines personnes qui ne consomment le e-commerce que via Amazon. Aux États-Unis, par exemple, 1 personne sur 2 n'a jamais commandé ailleurs que sur Amazon. Donc en fait, tu peux pas t'en passer. Mais t'as pas le lien consumer, parce que tu disais l'importance, tu l'as dit à plusieurs reprises, du direct consumer pour avoir du retour d'expérience, de la communication, établir un dialogue. Tu as les infos clients, tu sais à qui t'envoies parce que tu dois quand même expédier le colis toi-même. T'as pas d'adresse email. Tu as une adresse email encodée, mais tu n'as pas le droit de faire du marketing dessus. Après, il y a plein de techniques. Il y a inscrivez-vous sur le site, un petit carton. Voilà, l'idée c'est que Amazon, c'est un partenaire. T'es pas obligé de mettre tout ton catalogue dessus. Les personnes peuvent te découvrir via Amazon et ensuite venir chercher d'autres produits dans ta boutique. Okay. Et en étant visible en numéro 1 des ventes sur Amazon, dans la catégorie thé infusion, c'est aussi une certaine reconnaissance du marché. Les distributeurs qui nous contactent tous les jours, je pense que c'est quelque chose dont ils sont assez conscients. C'est un site qui est assez mass market. Si t'es numéro 1 sur ce site, c'est que ton produit plaît. On a été mis en contact avec la direction américaine d'Amazon, qui nous a mis dans leur programme Launchpad, qui est un programme d'Amazon qui existe aussi en Europe et qui aide les startups à se lancer sur la plateforme avec un petit boost de visibilité.
Tu peux nous dire en pratique comment ça s'est passé? Vous envoyez du stock aux États-Unis, vous avez la visibilité sur le store américain, enfin Amazon.com, dans cette catégorie, j'imagine. Vous avez acheté de la visibilité sur Amazon? Alors, on n'a jamais dépensé de la publicité sur Amazon. Okay. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon met une énorme importance sur la satisfaction client et le fait d'avoir des retours utilisateurs, des reviews, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans notre développement. Du coup, dans tes paquets, tu incites les gens à venir déposer des avis sur Amazon? Tu vas pas les inciter directement, mais tu vas leur demander s'ils sont satisfaits ou insatisfaits de t'en parler. Tu vas te rendre très disponible pour pouvoir résoudre les problèmes s'il le faut. C'est une plateforme où il y a énormément de concurrence. T'as pas le droit à l'erreur. Donc tu dois être là irréprochable. Vous aviez fait un packaging spécial pour les US? On a fait un packaging qui était en anglais, en français dès le début. Donc ça, c'est quelque chose qui on a été assez ambitieux. Hein. Je pense que voilà, il y a 3 ans, on s'est dit qu'on allait se lancer direct à l'international. Aujourd'hui, on fait encore 90% du chiffre d'affaires en France, mais enfin sur le marché francophone. Mais le packaging, on a tout de suite fait de l'anglais et du français, donc ça nous a permis le jour où on était prêt d'y aller très vite. Votre objectif pour 2020 là-dessus, le ratio français, enfin francophone et étranger? On y va sans prétention. Pour avoir déjà eu une expérience d'internationalisation d'une marque, notamment avec RAD où on avait ouvert 7 pays. Chez Ledger, c'était un produit hardware qui était vendu dans 160 marchés. L'international en e-commerce, c'est très très difficile et surtout il y a beaucoup de coûts cachés en fait. C'est-à-dire que ton organisation, elle s'occupe du marché français. Demain, tu ouvres l'Allemagne, les Pays-Bas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu doubles tes équipes? Est-ce que c'est la même personne qui envoie l'email pour la France qui va du coup devoir faire 2 pays de plus? T'as un conflit d'intérêts en interne. Est-ce que c'est plus important de faire croître mon marché principal ou est-ce que c'est plus important de réussir mon internationalisation? Et du coup, ce projet d'internationaliser Pandati, on essaie de le faire en faisant les bons choix technologiques qui vont nous permettre de gérer beaucoup de pays sans forcément avoir à dupliquer les équipes, sans forcément avoir à dupliquer les efforts et on prend notre temps. Est-ce que ce choix technologique, c'est pas justement de s'adosser à Amazon complètement? Amazon, tu peux ouvrir 160 pays si tu le souhaites demain. J'ai 10 chiffres. Ouais, ça fait partie de la stratégie. Après, Amazon te prend 15% de ton chiffre d'affaires, plus potentiellement des points en plus pour le shipping, et surtout, t'es dépendant d'une plateforme. Nous, on veut pas. Plus de lien avec le consumer, mais tu gagnes le Prime. Enfin, il y a plein d'avantages. Il faut trouver le bon équilibre. En tout cas, l'approche directe est quand même notre stratégie principale, et c'est celle-là qu'il faut réussir. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs, on a beaucoup d'externes. À Paris principalement? À Paris, on en a à la logistique dans le 95, à côté de Lyon, plus à la production. On a beaucoup de créatifs en externe sur la vidéo, la photo. Ce qu'on essaie de garder en interne, c'est la direction artistique, le développement produit, le service client. Et la boîte a pu se développer via tous ces partenaires, et aujourd'hui on a mis des bonnes bases qui vont nous permettre d'attaquer plusieurs marchés. D'accord. Bon, c'était exactement la raison pour laquelle je posais la question, c'était de comprendre comment vous pouviez vous muscler pour l'international. T'as dit que le choix, vous y alliez doucement mais sûrement, que le choix technologique est important. J'ai répondu que Amazon était une option, Shopify en est une autre évidemment, puisque Shopify est déjà présent et self-hosté dans tous les pays dans lesquels ils sont présents. Je sais pas quels sont ces pays, mais du coup ça suppose aussi, j'imagine, la traduction de ton site, le choix d'un partenaire logistique pour les pays que tu vas aller desservir. Hein, c'est pas évident tout ça. Ouais, ça se fait toujours en plusieurs phases, l'internationalisation. Phase 1, tu vas traduire ton site en anglais. Phase 2, tu vas essayer d'avoir la solution d'expédition en local. Tu vas avoir par exemple USPS pour le marché américain, Royal Mail pour l'Angleterre. Phase 3, tu vas essayer d'avoir toutes tes currencies qui sont exactement dans le marché local. Et en fait, t'es obligé d'y aller progressivement, parce que si tu fais tout d'un coup, c'est comme si tu crées une nouvelle boîte. Et tant que t'as pas coché toutes ces cases,
l'investissement en marketing, il est forcément moins rentable que si tu es déjà parfaitement localisé. Parce que un Américain, s'il débarque sur un site en euros, ben forcément, il y en a 4 sur 5 qui va dire oula, c'est quoi l'Europe ? Moi, j'achète pas en euros, ou même juste sa banque va pas accepter la transaction. Quoi. Donc t'es obligé d'y aller vraiment tranquillement. Donc on y va sans prétention, avec beaucoup d'ambition. Non mais 3000 ventes. Alors quel est ton prix moyen ? Tu peux nous le donner ? Aujourd'hui, on vend des paquets de thé pour 4 semaines pour 14,90 €, donc moins de 15 €. C'est un format qui est plus grand que ce que tu vas trouver dans la distribution ou dans les magasins, tout simplement parce qu'en e-commerce, c'est difficile de vendre des produits sur des prix qui sont bas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît à nos clients, puisque en moyenne, un client il teste 3 mélanges quand il passe une commande chez nous. Et c'est quelque chose qu'on a fait évoluer plutôt vers le haut avec le développement de la gamme. Ok. Je referme la parenthèse internationale. Donc on a fait avance rapide à aujourd'hui. En termes de distribution, vous aviez lancé uniquement sur votre Shopify. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver Mandati ? Alors, phase 1, on a lancé directement sur notre site. Amazon est venu très rapidement. Comment ça est venu ? Vous y êtes allé ? On y est allé. Amazon est rentré dans notre stratégie assez rapidement. On a Franprix qui a distribué nos produits dans une cinquantaine de magasins. C'est eux qui nous ont contactés. Ils ont une équipe qui est spécialisée dans la recherche de nouvelles marques à distribuer dans leurs magasins, et je pense que c'est une des chaînes de distribution qui est la plus proche de ce qui se passe dans la food et dans l'innovation aujourd'hui. Et alors, juste en pratique, comment ça se passe ? Comment ils vous ont repéré ? Comment ils vous ont trouvé ? Comment est-ce qu'ils sont quel niveau de stock, j'imagine, quel volume ils vous ont demandé ? Alors, en quantité, 50 magasins, finalement, c'est pas très impressionnant. Par contre, tu te retrouves dans les mêmes process qu'une marque qui va être en contact avec la grande distribution, donc des cycles d'achat assez longs, des process logistiques qui t'obligent à être militaire sur tes préparations et ton organisation de production. On a beaucoup appris. On a aussi appris que notre produit pouvait être vendu dans des endroits hyper populaires, hyper mass market. Mais aujourd'hui, le canal de distribution qu'on développe le plus, c'est les pharmacies. On a, je dirais, une bonne affinité avec ce réseau. Non pas parce que Thibaut est pharmacien, mais surtout parce qu'on a des produits qui ont des plantes qui ont des vertus, et le côté médicinal des plantes plaît beaucoup aux pharmaciens qui vendent nos produits. Qui comprennent l'intérêt. Alors, je vais poser peut-être des questions un peu idiotes, mais c'est un sujet que j'ai jamais abordé. Comment on fait pour vendre en pharmacie ? Il y a des centrales d'achat, il y a des regroupements, il y a des... Ouais, aujourd'hui, le marché des pharmacies, c'est près de 22 000 pharmacies en France. On a, je pense, la moitié qui doit faire partie d'un groupement. Toutes les pharmacies, il y a plein de pharmacies différentes en fait. Il y a des pharmacies qui sont plus des discount stores avec des milliers de clients qui passent par jour. Il y a des pharmacies en ligne. Il y a les petites pharmacies dans les villes de taille moyenne, et en fait, toutes ces pharmacies ne s'adressent pas avec le même type de réseau. Nous, on passe par des groupements et par des pharmacies indépendantes. Ce qu'on a réussi à développer, c'est un programme où les pharmaciens viennent aussi commander sur le site comme si c'était des clients. Et on a réussi à transformer notre plateforme B2C, à l'adapter pour le B2B et réutiliser ce qu'on avait fait sur une plateforme de Réa Pro, en fait. Exactement. Ok. Et qui s'adresse du coup aux pharmaciens ? Pharmaciens, aux spas, aux boutiques indépendantes qui vendent du bio. Et c'est quelque chose qu'on fait petit à petit, mais aujourd'hui, voilà, on a déjà une centaine de boutiques qui viennent commander chaque mois des Pandati sur le site. C'est important le physique ? Alors, est-ce que tu le conseilles ? Oui. Enfin, on va pas dire, sans prétention, 90% du chiffre d'affaires. Pardon, je reformule parce que c'est sur la distribution physique, évidemment. Oui, bien sûr. 90% du thé est encore vendu dans les magasins, dans les restaurants, donc c'est pas quelque chose dont on veut se priver. Je pense qu'on a vu une nouvelle vague de marques qui, je dirais, mettait en avant un côté
On est 100% online, on est 100% direct to consumer. Et là, ce qu'on est en train de voir depuis 1 an ou 2, c'est que finalement, on aime toujours avoir une bonne expérience dans un magasin, sauf qu'on n'y va pas forcément pour acheter le produit. On y va plus pour découvrir, pour être rassuré, et puis après quand on rentre chez soi, on sait ce qu'on va acheter, on va passer commande sur le site internet. Nous, on essaie de voir ces réseaux de distribution comme quelque chose de complémentaire à ce qu'on a sur le site web. On a des clients qui découvrent Pandati dans une pharmacie parce que le pharmacien leur a recommandé un mélange particulier et qui vont revenir commander sur le site. À l'inverse, on a des personnes qui viennent commander pour la première fois sur le site, mais qui après vont préférer aller acheter dans la boutique à côté de chez eux. La boutique, ok. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de développer sur le long terme. Ok. Donc 3 ans après le lancement, toujours sur Shopify, sur Amazon, chez Franprix et dans un ensemble de points de vente, dont les pharmacies évidemment, mais points de vente ou boutiques indépendantes. Et du coup, j'avais une question sur le bout des lèvres et qui m'a échappé, c'est pas grave. J'aimerais passer à l'acquisition aujourd'hui. Donc il y a 3 ans, vous lancez avec 12 000 followers sur Insta principalement. Je fais une parenthèse, je sais pas pour être obséquieux, mais les créas que vous avez sur votre compte Insta sont hyper léchés, je trouve ça top. J'aimerais bien que tu nous dises un peu plus tard comment vous les faites et combien ça coûte. Mais à tel point que je me suis demandé si les logos Pandati étaient pas des inserts en post-prod. Mais vraiment, je trouve ça bien, il y a une belle cohérence, une ligne directrice en termes de créa. Merci beaucoup. C'est quoi l'acquise aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites venir des... Aujourd'hui, on est présent sur tous les leviers d'acquisition marketing digital. Donc, j'entends... Vous le faites en interne, externe? On fait tout en interne. Ok. J'entends Facebook, mais quand je dis Facebook, c'est Instagram, c'est les plateformes externes à Facebook. On annonce sur Snapchat, on annonce sur la régie Google. On a des partenaires en affiliation. Ouais. Ok. Et comment ça marche? Alors, toutes ces plateformes, elles étaient très complexes il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées et prises en charge par Facebook. Ce que je veux dire, c'est que pour une marque, quand tu fais du marketing digital, tu vas de moins en moins passer du temps à chercher qui peuvent être tes clients parce que l'intelligence artificielle le fait pour toi. Par contre, ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, c'est ton produit, ta marque et tes créas. Du coup, quand je dis qu'on fait du marketing digital, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'être différent et de faire des choses qui soient innovantes d'un point de vue vidéo, d'un point de vue créa, d'un point de vue parcours marketing. Comment tu vas te découvrir Pandati la première fois, comment on va faire du remarketing quand on va te faire découvrir la marque une deuxième fois. Et le marketing digital, aujourd'hui, c'est ça. C'est 50% du temps qui est passé pour développer des créas qui soient vraiment différentes de ce qui se fait sur le marché et 50% du temps à gérer une allocation des budgets pour essayer d'être le plus rentable possible. D'accord. 50% créa, 50% sur l'allocation des budgets. Mais en fait, ce que tu dis là-dedans, l'allocation des budgets, c'est peut-être juste la résultante. En fait, les 50% d'allocation de budget, c'est comprendre ton parcours utilisateur, là où tu es découvert, là où tu es confirmé, là où tu es... C'est quand tu investis 15 € en communication, est-ce que tu es rentable sur ce levier? Oui. Attends, si tu dépenses 2 fois plus le mois d'après, peut-être que les coûts d'acquisition montent. Ça, c'est de l'optimisation que tu fais au quotidien. En fait, tous les leviers marketing peuvent être rentables. C'est juste qu'il y a une poche de rentabilité qui est différente d'un canal à l'autre. Tous les leviers peuvent être rentables, mais il y a une poche de rentabilité qui est différente. C'est quoi une poche de rentabilité? Qu'est-ce que tu veux dire? Sur un canal, par exemple, je veux dire le SIM, les annonces texte sur Google, ouais. C'est un canal d'acquisition qui est là depuis 15 ans, qui est hyper mature. Si nous, on se met à faire de la publicité sur le mot thé, clairement, on va être... Ça va vous coûter très cher. Ouais. Ça va coûter très cher. Peut-être qu'on pourra avoir quelques ventes, mais on pourra pas bider sur 100% des requêtes pour être toujours présent, parce qu'on va commencer à perdre de l'argent. Donc on y est, mais c'est pas notre canal principal.
Facebook, Instagram, qui sont des réseaux sociaux qui, je pense, sont très adaptés à Pandati. Parce que Pandati, t'as pas l'idée d'acheter du Pandati avant de l'avoir vu. Enfin, t'es obligé de découvrir le produit, de savoir ce qu'il y a dedans, de comprendre quels sont les bienfaits. C'est des réseaux qui sont visités par des dizaines de millions d'utilisateurs tous les jours et où il y a une poche de rentabilité qui est plus importante. Ça fait aujourd'hui partie des réseaux où on diffuse le plus nos annonces. Le réseau Facebook. Donc Facebook, Ouais, Insta. Facebook et Insta. Et Insta, qu'est-ce que vous utilisez le plus? Stories, pas sponsor? Alors ouais, les stories, le format vertical va devenir le standard de la publicité mobile. Ça l'est déjà un peu, mais aujourd'hui Facebook pousse à fond tous ses annonceurs à passer sur ce format-là, tout simplement parce que c'est celui qui est le plus adapté à ton téléphone. Si tu voyais une vidéo verticale sur ta télé, tu te dirais qu'il y a un souci. Voilà, c'est un peu pareil, quoi. Quand t'as des vidéos en 16/9 sur le téléphone, forcément, ça marche un peu moins bien, quoi. C'est Samsung, non, au CES cette année, qui a présenté une télé qui pouvait pivoter et se mettre en mode vertical. Ouais, ça doit être comme Il ça. me semble que c'est Samsung et c'est bien leur style. Donc c'est la télé qui est soit en 16/9 horizontale, soit sur par choix. Je crois que c'est automatique en plus, se passe en vertical. C'est assez incroyable. Donc Insta, média, on va dire de choix, média, votre média préféré pour l'acquise. Oui. Quel modèle ça renvoie sur le Shopify, sur la fiche produit en question? Ouais, aujourd'hui. On fait de la publicité, on envoie les gens vers nos comptes de réseaux sociaux qui sont bien animés et qui présentent bien les produits et vers notre boutique. Ce qu'on regarde de très près, c'est l'évolution des dépenses dans le temps. Donc en e-commerce, on appelle ça les cohortes. Je vais prendre un exemple concret. Tu peux nous dire ce que c'est une cohorte? Une cohorte, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ouais. Du coup, tu prends tous les clients qui sont venus chez toi en janvier 2019. Ce groupe de clients, combien de clients ont continué d'acheter du thé sur les mois qui ont suivi, pendant les 12 mois suivants, ou même encore après. Et tu regardes, en fait, un client, il vient, il rentre chez toi, il a dépensé 45 €, peut-être que en moyenne, sur ce mois-ci, 12 mois plus tard, ce groupe de clients a dépensé en moyenne 60 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ton client, tu peux investir en publicité, en marketing digital, plus que la vente initiale, si tu veux grossir plus vite. Donc, dans le marketing digital, ce que tu vas regarder, c'est ton retour sur investissement par canal. Et tu vas regarder aussi par type de canal, est-ce que tu crées des clients fidèles ou juste des consommateurs qui viennent une fois et qui s'en vont. Par exemple, ce qu'on a remarqué, c'est que les clients qui viennent recommandés par des amis, qui sont 30% du chiffre d'affaires de Pandati, sont des clients qui sont hyper fidèles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler pour optimiser dans le temps. C'est le parrainage, c'est comment favoriser le côté viral de la marque, comment... T'as dit 30%, hein? Ouais. C'est énorme. Un tiers des acheteurs ou des achats? Un tiers des achats. Un tiers des achats, c'est du bouche à oreille. Ouais, c'est en plus pas cher. Ouais, le cas qui se fait sur l'expérience, sur la qualité du produit, la qualité de livraison, tout en fait, ce qui passe autour. Mais c'est plein de petites choses qui fait qu'à la fin, on va recommander ton produit. Ok. L'analyse de cohorte chez vous, qui s'en occupe? Quels outils vous Alors ça, c'est plus Robin, le data scientist. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir tous les trois des compétences assez opérationnelles dès le lancement, et on a des outils où on a réussi en fait à automatiser beaucoup de choses. Alors bien sûr, ça peut se faire manuellement, mais toutes nos dépenses marketing en temps réel, toutes nos dépenses sur les produits, tous nos coûts directs associés aux ventes, on les suit au quotidien, à la semaine, au mois, et on va regarder en détail comment évolue la base client dans le temps. On fait tout ça sur des spreadsheets, tout est connecté et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi et un pilotage du business qui se fait avec précision et avec des chiffres qui nous permettent aussi de prendre des risques. Parce qu'en fait, quand tu maîtrises pas les chiffres, tu peux pas prendre de risques. C'est quelque chose en e-commerce, la finance et les détails, c'est ce qui fait tout le succès d'une marque sur le long terme. Ça, je l'ai appris en étant exposé à plein de business avant, dans le prêt-à-porter, dans le hardware, dans la cosmétique. C'est ce qui fait à la fois le succès des marques et ce qui fait aussi à la fois les difficultés si elles sont pas bien maîtrisées.
Ok. Tu peux nous donner les ratios en termes d'acquise? Tu me dis que 30% sur le bouche à oreille. Qu'est-ce qui vient d'Insta, d'email ou des autres plateformes? Aujourd'hui, on a 30% qui vient des réseaux sociaux payants, 30% qui vient en naturel et 30% autres canaux. Dans les autres canaux, j'entends l'emailing, le search, d'autres plateformes type affiliation. C'est une répartition, je pense, qui est assez classique pour des marques B2C qui se lancent aujourd'hui. Je ne connais pas une seule marque qui s'est développée sans les réseaux sociaux sur les 5 dernières années, et c'est pas près de ralentir. Aujourd'hui, on voit des réseaux comme Snapchat qui ont plus de 20 millions d'utilisateurs en France. Alors, je sais pas, toi et moi, on est presque des vieux, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui consulte ces réseaux tous les jours. Là, on a des plateformes comme TikTok qui arrivent vous essayez, de manière assez agressive. On n'a pas encore essayé. C'est vrai que c'est des consommateurs qui sont quand même encore plus jeunes que Snapchat, plus ados. Nous, on va plus être sur des clients qui ont entre 30 et 60 ans. Même si notre packaging et notre panda, il peut avoir l'air assez enfantin, au final, les consommateurs de thé, c'est pas du... C'est des personnes, voilà, qui ont plus de 25 ans et qui ont un peu de pouvoir d'achat. L'email, vous en faites, comment est-ce que vous l'utilisez? Alors, l'emailing, on l'utilise avec un logiciel qui s'appelle Klaviyo. C'est une plateforme d'emailing qui a été pensée pour le e-commerce. Ça veut dire quoi, penser pour le e-commerce? Ça veut dire qu'il te permet de créer des scénarios d'email automatisés et en fait de suivre tes clients dans le temps. Aujourd'hui, il y a 10 ans, l'emailing, ça voulait dire envoyer une newsletter à tous ses clients chaque semaine, trouver quelque chose de sympa à leur raconter. L'emailing en 2020, ça veut dire qu'est-ce que je vais raconter à mon client qui est venu une fois, qu'est-ce que je vais raconter à mon client qui a ajouté au panier mais qui n'a pas encore acheté, qu'est-ce que je vais raconter à mon client qui achète tous les mois. En fait, il faut personnaliser la relation, et quand on dit qu'on fait de l'emailing, ça veut dire on adapte notre discours à chacun de nos clients, on essaie de faire les choses de la manière la plus personnalisée possible. Qui s'en occupe? C'est en interne? Ça, c'est en interne, c'est quelque chose qu'on fait. C'est Robin qui s'occupe de tous les projets data et qui a mis en place toutes ces choses-là. D'accord. Qu'est-ce que vous utilisiez avant Klaviyo? Alors, avant qu'il y ait Klaviyo, je me souviens par exemple de mon époque dans le prêt-à-porter. C'est quelque chose qu'on avait essayé de développer en interne. T'avais besoin de 3 ingénieurs pour développer un système comme ça. Pour développer tes scénarios. Développer tes scénarios, avoir la main dessus, avoir des chiffres qui te permettent de prendre des décisions. Clairement, avant, t'avais Mailchimp qui était sur le marché, mais qui était plus focus sur la partie emailing très simple. Mais chez Pandati, vous avez utilisé Klaviyo? On a toujours eu Klaviyo. D'accord. Klaviyo revient souvent dans les discussions que j'ai sur le panier, c'est impressionnant. Et pour une parler boîte à suivre. Effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des outils qu'on utilise. Mais c'est une super transition. Donc Shopify, Klaviyo. On utilise 2 boîtes qui ont été montées par des Français pour notre relation client. Une boîte qui s'appelle Front. Ouais. De eFounders. De eFounders, et qui a levé pas mal d'argent, qui est basée aux US maintenant. Tout ça pour le service client. On utilise Front. Je vais essayer de le résumer avec mes mots, mais dis-moi, en gros, ça permet de gérer des adresses email, entre autres, mais aussi des canaux de communication client, en sachant qui a répondu à quoi, est-ce que les messages sont à traiter ou non. C'est une version un peu plus user-friendly de Zendesk. Ouais. En fait, quand t'as pas 50 personnes qui gèrent le service client, mais plus 5, les choses sont beaucoup plus confortables et plus sympa à gérer. On les utilise, par exemple, là, c'est quelque chose qu'on a connecté avec eux. On va bientôt tester le service client par WhatsApp. Tu peux intégrer Front en fait à plein d'autres plateformes, et tu gères tout au même endroit. Ton email, tes messages Facebook, tes messages Insta. La connexion WhatsApp, c'est Front qui vous la propose? Ouais. C'est pas vous en direct? C'est pas nous en direct. Ok. J'ai eu sur le panier... Mais c'était Snowleader qui était business partner de Facebook et qui avait le WhatsApp for Business. Ouais, mais après faut le gérer sur une page WhatsApp. T'as 2 onglets ouverts sur ton ordi, quoi. Donc c'est toujours plus simple quand tu rassembles les infos. Ok. Une autre boîte avec qui on travaille depuis le début et qui est géniale, ça s'appelle Crisp.
qui est basé, je crois, à Nantes, qui a été monté par des ingénieurs assez doués. Eux, ils se sont spécialisés sur le live chat et ils sont rentrés, je pense qu'il y a 5 ans, personne ne devait leur parler parce que il y avait tellement de monde qui proposait des solutions pareilles, mais leur solution, on l'a utilisée dès le début. On recevait en direct sur nos téléphones des notifications des clients qui nous parlent et d'avoir un contact direct avec le client sur ton site et d'avoir la possibilité de pouvoir gérer les réponses, répondre à des interrogations, des questions sur les produits en direct à toute heure depuis ton téléphone. Pour les boîtes qui se lancent, c'est un outil qui est vraiment qui fait gagner beaucoup de temps et surtout qui rassure beaucoup de clients. Alors je vérifie l'URL à l'instant, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, je m'excuse Alexandre. C'est CRISP, C-R-I-S-P, ça on le savait, mais .chat. De toute façon ça se trouve. Et de mémoire, ils sont passés dans Grossmakers de Gabriel Gorovitch, un super épisode que je vous recommande. Klaviyo, Shopify, Front, WhatsApp en support, mais via Front, Crisp. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu ne peux pas te passer? Non, je peux pas me passer. Je pense que c'est ceux qu'on regarde tous les jours. Après, il y a tout un écosystème d'app que tu peux connecter à ton Shopify pour l'améliorer, pour avoir des features. Souvent, c'est des apps qui te permettent d'éviter de payer un développement et juste de faire les choses rapidement. C'est des choses sur lesquelles qu'on pourrait développer assez longuement parce que c'est un sujet passionnant et que j'aime beaucoup. Mais ce qui est assez important d'avoir en tête, c'est que les choix que tu fais sur ton stack e-commerce, c'est comme ça que je l'appelle, c'est en fait tout cet écosystème d'app, comment il va fonctionner ensemble, comment il va être compatible ensemble et comment tu vas pouvoir connecter, déconnecter les choses sur le long terme. Par exemple, Klaviyo, on l'utilise pour l'emailing, mais on s'en sert aussi pour gérer des segments d'utilisateurs qu'on va pousser dans Facebook Ads. Ok. Ce que te permet Klaviyo, sans développeur additionnel. Ouais. Et en fait, tous ces petits liens que tu vas faire autour de ton site, ils vont te permettre de gérer ta croissance en dépensant beaucoup moins d'argent que si tu fais les mauvais choix techniques dès le départ. Ouais. Donc aujourd'hui, les boîtes e-commerce, leur challenge, c'est plus de trouver des bons ingénieurs pour développer un site, mais c'est plus de choisir les bons outils et connaître les outils qui fonctionnent bien ensemble. Et arriver à se projeter à plus 3 ans, plus 5 ans pour savoir si ces outils seront toujours... Et il y a un autre truc qu'il faut savoir. J'avais écrit un article qui avait pas mal marché, mais je comparais... pour les plus vieux d'entre nous, je comparais ça au bateau pirate Playmobil et au bateau pirate Lego. Quand on choisit une techno, il y a des choses qu'on peut utiliser out of the box, sur étagère, qui sont formidables. Mais si on veut changer le bateau Playmobil pirate en un avion de chasse, c'est impossible. Alors que le Lego, on mettra beaucoup plus de temps à le construire, mais en revanche, il est complètement malléable et customisable. Et c'est un choix qui est important à faire. Ce que ça veut aussi dire, ce que tu as dit à l'instant et qui est hyper intéressant, c'est que quand on choisit des technos sur étagère, on gagne du temps. Faut arriver à se projeter dans le futur pour savoir si elles répondront toujours aux besoins dans 3 ans, mais il faut aussi se plier à la solution qu'on a choisie. Ouais, je prends l'exemple du tunnel de Shopify. Shopify, c'est génial, ça te fait gagner du temps. Changer le tunnel Shopify, ça prend du temps en dev. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme Windows et Apple, quoi. Windows, t'as la main, mais ça plante, quoi. Apple, t'as pas la main, mais ça marche tout le temps. Enfin, je le vois plus comme ça. Donc, okay. Tu donnes un peu de... J'avais jamais... Okay. Tu donnes un peu de flexibilité contre de la fiabilité. Shopify, il gère des centaines de milliers de magasins. Personne n'a la prétention de dire le bouton dans le checkout, je vais le déplacer plutôt là parce que je pense que ça sera mieux. En fait, en faisant des partenariats avec ces boîtes-là, alors on l'a fait, mais en fait pour toute la partie shop, la partie funnel d'achat, celle-là tu n'y touches pas. En fait, oui, ouais, par mettre ton logo. En fait, on se repose sur un partenaire qui va faire du A/B testing sur des centaines de milliers de magasins et qui va avoir 100 ingénieurs jour et nuit juste pour checker que ton panier il fonctionne tout le temps. Ça, tu pourras jamais te le payer, même quand tu fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je note le timestamp pour Jacques qui fait le montage de l'épisode et l'article, mais super. Merci. Il y a encore quelques sujets que j'aimerais aborder. Le temps file. J'aimerais, comme d'habitude, connaître tes galères. Est-ce qu'il y a une ou un plantage au cours de ces 3 dernières années qui t'a vraiment appris quelque chose? Quel a été le tipping point? Quelle a été l'inflexion dans ton business et à quoi tu peux l'attribuer?
Et on peut commencer par les galères. Est-ce qu'il y a eu une erreur, un plantage au cours de ces 3 dernières années majeur dont tu te souviens? Plantage majeur. On est encore là, donc on a survécu. Non, je pense que au bout de 12 mois d'existence, ce qu'on remarquait, c'était que même si tu as beaucoup de bouche à oreille qui te permettent d'avoir des nouveaux clients, en fait, ton panier moyen, il est toujours à 30 euros et ton marketing, il coûte toujours plus cher. Et c'est vrai que c'était assez difficile de se projeter dans l'idée que le Pandati pourrait devenir un leader online dans le thé avec nos 2 produits et quelques milliers de commandes. En fait, on a vu un peu le jour à nouveau quand on a développé notre gamme produit, quand on a eu plus de produits en catalogue et plus de choix à proposer à nos clients, où en fait on s'est rendu compte que dans notre base client, il y avait des clients qui étaient prêts à découvrir d'autres mélanges et à être clients en fait tous les mois. Et je pense que de passer de je lance ma marque, je suis un produit niche, j'ai eu mes premiers succès, j'arrive à construire quelque chose sur le long terme parce que mes clients, ils aiment le produit, ils sont là, ils repeat, ils font des repeat purchase tous les mois. Ça a été, ça a pris, je pense, 2 ans à arriver. Et la boîte a 3 ans, tu vois, donc ça fait que 1 an où t'as senti cette accélération. Ouais, ça fait que 1 an, on a senti vraiment l'accélération. En 2018, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on a quasiment triplé notre taille et je pense que en e-commerce et dans la création d'une marque, t'as toujours un certain nombre d'années pour poser les bases de l'offre, poser les bases au niveau de tes partenaires et de tes outils qui vont te permettre d'accélérer. Et après, tu as une phase d'accélération où tu vas ouvrir des marchés, tu vas déployer le catalogue parce que maintenant, tu sais exactement comment ça se passe un lancement produit. Sans prétention, on va pas se comparer à Nike, mais je sais pas si tu as lu la biographie du fondateur de Nike. C'est assez incroyable, mais il était comptable et je crois qu'il a développé sa marque de chaussures à côté de son boulot pendant 7 ans avant de se verser un salaire sur Nike. Et c'est parce que son distributeur l'a planté. En fait, il importait des chaussures du Japon. C'est parce que son distributeur l'a planté qu'il a été obligé de se mettre à produire et à fabriquer ses propres chaussures. Et je crois que c'est là qu'il a sorti la Cortez, qui est devenue une chaussure iconique, emblématique de la marque. Et si tu regardes l'évolution en fait du chiffre d'affaires, ça a été vraiment que quasiment au bout de 10 ans qu'il a vu les choses s'accélérer. Et en B2C, donc quand tu vends en direct à des consommateurs, faut pas t'imaginer que quand tu lances ta marque, tu vas pouvoir en vivre au bout de 12 mois parce que le parcours est super long, installer les choses, ça prend du temps. Et les consommateurs, ils n'ont jamais eu autant de choix en fait. Donc ton challenge, c'est d'arriver à créer des produits que les gens adorent et que les gens ont envie de recommander une deuxième fois ou alors qu'ils aient envie d'en parler à leurs potes. Des produits exceptionnels, une belle expérience et ce côté recommandation. Et on peut aborder là ce dernier point qui m'échappait tout à l'heure, mais c'était les KPI. Parmi les KPI que vous regardez, tu m'as dit que le NPS était vraiment le principal. Du chiffre d'affaires, enfin voilà. Mais tu peux nous en dire plus sur le NPS. Voilà. Le NPS qui veut dire Net Promoter Score, et je veux bien que tu nous expliques. Le Net Promoter Score, du coup, c'est un indicateur qui a été inventé par un consultant très intelligent qui a dû retourner ce chiffre dans tous les sens. En fait, c'est une question très simple. Tu reçois ton produit et là, on te pose la question: recommanderiez-vous ce produit ou cette marque à un ami ou un collègue? Oui, non, et quelle note tu mettrais à cette question de 0 à 10? Si tu mets entre 0 et 6, t'es un détracteur. Si tu mets 7, 8, t'es neutre. Si tu mets 9 ou 10, t'es un promoteur. Les promoteurs, c'est les personnes qui vont pas juste dire Pandati c'est bon, c'est les personnes qui vont arriver à leur déjeuner de famille et qui vont dire: ah, j'ai reçu mon Pandati cette semaine, c'est incroyable, faudrait vraiment que vous goûtiez, d'ailleurs j'en ai amené. C'est des personnes qui vont devenir ambassadeurs de ton produit parce qu'ils ont une attache et qu'ils sont satisfaits en fait de toute l'expérience qu'ils ont eue de ta marque.
Quand tu prends tous tes promoteurs et que tu retires tes détracteurs, tu as un score. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que quand ton score sur 100 est supérieur à 65, bah, il y a très peu de chances que tu fasses pas de croissance. C'est un indicateur qui est assez utilisé. Quand ton NPS est supérieur à 65 sur 100, il y a peu de chances que tu fasses pas de croissance. C'est ce que tu viens de dire. Les détracteurs, c'est 0 à 6, étoiles sur 10 par exemple, neutre 6 à 8 et les promoteurs 8 à 10. Exact, 7, 8 neutre et 9, 10. 9, 10 promoteur. Ok. Et donc ton NPS, tu prends toutes les notes de neutre et promoteur et ok, et tu le mets sur 100. Ok. Et Apple, donc, par exemple, ils ont 80. Enfin, c'est vrai que c'est bon. Et si ce chiffre est supérieur à 65, il y a peu de chances que tu sois enfin, il y a de fortes chances que tu sois en croissance. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça te donne au-delà du côté chiffré? Déjà, ça te donne une indication de qu'est-ce qui fait que on devient détracteur. Souvent, e-commerce, c'est la livraison, c'est un problème qui est en fait assez différent de ton produit. Donc, tu essaies d'être vraiment extrêmement minutieux sur ta préparation de commandes. Tu essaies d'être vraiment à 99% de tes commandes qui sont expédiées le jour même. Mais surtout, tu essaies d'avoir un produit qui est exceptionnel. Tu essaies d'avoir les meilleures plantes, tu essaies d'avoir quelque chose, quand tu le mets dans ton verre, qui est vraiment différent de ce que tu vas trouver ailleurs. Et cet indicateur, on le suit dans le temps. Le mesurer une fois, ça sert à rien. Mais si tu vois qu'un jour il baisse, faut que tu comprennes pourquoi et que tu essaies de remonter la pente. T'as une attention particulière pour les promoteurs? Les promoteurs, bah bien sûr, on les chouchoute. Les promoteurs, c'est ceux qu'il faut pas perdre, c'est ceux qui font que ta marque vive, c'est ceux qui font que tu peux lancer des nouveaux produits. On leur propose, enfin, voilà, on leur permet de tester nos produits en avant-première, on leur permet on les interroge souvent. Par exemple, ça nous est arrivé d'envoyer des sondages qu'on faisait en 1 heure sur un Google Spreadsheet. Voilà, un mail hyper personnalisé, on leur propose un petit peu des plans de développement de la boîte et on est assez surpris de voir que il y a de plus en plus de personnes qui sont hyper agréablement surpris en fait d'être considérés dans le développement de la marque. Et ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Quand tu consommes une marque, il y a un truc presque religieux, quoi. Tu vas la suivre sur Instagram, tu vas être abonné à la newsletter. Dès que tu développes un projet, bah tu vas suivre ce qui se passe. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui incarnent le développement de leur entreprise. Et c'est un truc, je pense que dans l'idée de consommer mieux, il y a l'idée aussi de transparence et de savoir un peu plus ce qui se passe derrière, juste pas simplement avoir un produit qui a été sorti de l'étagère et qui est passé directement dans ta tasse, quoi. Ouais, tout l'opposé du dropshipping. Tout l'opposé du dropshipping. Ok. J'imagine, et ce sera ma dernière question, mais que sur les détracteurs, vous avez la même... Alors, les détracteurs... Comment vous les gérez? Alors déjà, s'ils ont pris le temps de répondre à la question, c'est qu'ils ont quand même un attachement à la marque. Et qu'ils ont envie de le dire. Les détracteurs, il faut leur répondre, il faut surtout essayer de comprendre exactement ce qui n'allait pas et si tu peux le changer. Et bien sûr, essayer de rattraper un détracteur, c'est beaucoup plus difficile que de fidéliser un promoteur, mais voilà, il faut accorder de l'attention des deux côtés et essayer d'améliorer les choses. En fait, il y a rien qui est figé. C'est un indicateur que tu suis dans le temps et tu regardes si l'évolution est positive et ça te donne une idée assez bonne de là où va ton affaire. Et allez, pour finir, je me permets quand même, est-ce que tu as 3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance demain dans le e-commerce food, alimentaire? Premier conseil, c'est très difficile. N'idéalise rien. C'est pas parce que tu vois une marque se lancer toutes les semaines sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux que c'est facile. C'est le rythme, hein, c'est impressionnant. En fait, il a jamais été aussi facile de lancer une marque. Donc en fait, il a jamais été aussi difficile d'émerger. Enfin, faut voir les choses un peu des deux côtés. Du coup, fais très attention à t'entourer de personnes ultra créatives et qui vont te sortir une marque qui vont pouvoir sortir du lot. Fais très attention à ce que tu vas proposer à la vente parce qu'aujourd'hui les consommateurs ne pardonnent pas. Si tu proposes quelque chose de mauvais, on le dira autant que si tu proposes quelque chose de bon. Et le e-commerce, c'est de la finance, c'est des chiffres. Sois très proche
sois très proche de tout ça et maîtrise-les, parce que c'est ça qui te permettra d'être fort sur le long terme. Ok. Alexandre, je pense qu'il y a encore plein de sujets à aborder, mais on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on se parle et c'était déjà formidable. Je te remercie énormément pour tous les insights, toutes les informations que tu nous as partagées. C'est un beau succès, surtout que tu m'as dit en intro que vous étiez autofinancé jusqu'à présent. Et ça, c'est ça, hein? Oui. Ouais. C'est une belle une belle réussite, même si l'histoire évidemment n'est pas finie. Merci énormément. Merci à toi, Laurent, c'était un plaisir. Merci à vous tous de toujours être avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io et surtout à laisser un commentaire et une belle note sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup, grandement à grandir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.